Ce programme vous est proposé par Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas, suivies parfois d'actions éphémères. Cependant, les vraies victoires s'appuient sur des solutions pérennes. Nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie, de vous donner du fun, de vous soutenir, de vous faire franchir des étapes, de vous offrir les outils dont vous avez besoin, où que vous soyez, à la maison, au travail, en déplacement, partout. N'en doutez pas, nous sommes là avec vous pour toujours. Orange. Le Cameroun, Afrique en miniature, est un pays qui regorge d'hommes tout à fait exceptionnels. Nous avons pris l'habitude pendant nos éditions de vous montrer des parcours réussis, à valoriser bien sûr et qui sont inspirants pour la jeune génération notamment. Une jeunesse qui elle-même ne manque pas de talent puisqu'elle innove chaque jour en vue d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Mesdames et messieurs, c'est le magazine Carrière qui en est rendu aujourd'hui à sa 101e édition. Nous sommes là dans un best-of que nous allons vous servir. Découvrons d'abord le sommaire que signe Yolène Etouké. Au sommaire de votre magazine Carrière ce soir, un best-of de votre programme. Retrouvez en Success Story 3 profils inspirants du monde du sport au Cameroun. Thomas Nkono, gardien de but et double ballon d'or africain, Issa Lareb, le miraculé du golf camerounais, et Alioum Sidi, le meilleur arbitre africain en 2019, nous racontent les étapes qu'ils ont franchies pour construire leur carrière. En initiative, on parle de santé et bien-être. Retrouvez 3 initiatives axées sur cette thématique avec Akramed, Chic Afro et Cameroun Eco Building Solutions. Enfin en coaching, Chedjou Kamdem nous livre les secrets du hashtag. Ce caractère est très présent sur les réseaux sociaux. Nous sommes au Carrefour Mec ici à Yaoundé. C'est à partir d'ici que nous allons dérouler cette émission. C'était le sommaire il y a quelques instants. Installez-vous. Ceux qui ont regardé le magazine Carrière ces derniers mois se sont rendus compte que nos sujets en initiative ont varié entre la santé et le bien-être. L'écart n'est pas très grand, pensez-vous, mais c'est que nous sommes restés dans l'actualité avec des sujets relatifs à la lutte contre le coronavirus ou encore des initiatives qui permettaient de bien mettre en exergue les talents de jeunes Camerounais dans l'entrepreneuriat. Il s'est donc agi de parler du lavage des mains, parfois de votre santé capillaire ou encore de l'accès facile aux médicaments de premiers soins. Voici la sélection des sujets en initiative pertinentes dans cette édition Best of de Carrière. Bienvenue à Akramed. L'équipe Carrière est venue nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour, veuillez entrer s'il vous plaît. Cette initiative, c'est UCEP, c'est-à-dire utile, simple, efficace et pratique.
Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'Acramed pour accès rapide aux médicaments. Donc, Acramed est une application mobile qui permet à toute personne, quelle que soit sa position, de géolocaliser les pharmacies qui disposent ou pas de ces médicaments. Donc, en fait, Acramed viendra ici résoudre un problème d'accessibilité aux bons médicaments. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une partie de la population qui continue de se ravitailler dans la rue. Alors que nous savons que le bon médicament ou le médicament de qualité se trouve dans les pharmacies. Voilà. Mais ils vont toujours acheter des médicaments dans la rue. Et l'une des raisons pour lesquelles ils y vont, c'est, très souvent, quand on a eu besoin d'un certain type de médicament, on a dû faire le tour de la ville pour trouver ce médicament. Et donc, pour éviter de faire ce tour de la ville, alors qu'on n'a même pas toujours les moyens pour le faire, alors on va simplement chez le voisin d'à côté, le docteur du quartier, et on va se procurer un médicament. Mais ce qu'ils ne savent pas, en fait, c'est que ces médicaments-là tuent. Ça tue, et c'est pas le bon médicament, c'est pas le médicament de qualité. Les ayant écoutés, nous nous sommes donc concertés et on s'est dit, voilà, Acramed serait donc ce moyen-là pour envoyer les patients dans les pharmacies, pour qu'ils aient justement accès à ces médicaments de qualité. Acramed aussi viendrait résoudre un problème de rapidité. Parce que en un clic, voilà, tu as les réponses des pharmacies et puis tu te diriges tranquillement vers celle qui est proche et tu viens ainsi après résoudre donc ton problème d'urgence. Acramed aussi vient offrir un service de pharmacie de garde parce que nous avons remarqué qu'il y a des personnes en pleine nuit, quand il y a un petit bobo, ils sont obligés de se rendre dans une pharmacie ou dans un hôpital pour lire la fiche des pharmacies de garde affichée avant de dire « Ah, ok, il y a telle, telle, telle » et se diriger maintenant vers vers les pharmacies qui sont de garde. Alors qu'avec Acramed, avant de sortir de la maison, même s'il est 3 heures, il est 2 heures, tu regardes, tu consultes Acramed et tu vois les pharmacies de garde et directement tu vas vers celle qui est proche de toi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller, vous jeunes ou nous jeunes? C'est de ne pas hésiter. Quand vous avez une idée, n'hésitez pas, foncez. On n'attend pas d'avoir des millions en fait pour faire quelque chose. Non, 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 non. Bonjour à l'équipe de carrière, moi c'est Sibyl Chudin, diplômée en pharmacie de China Pharmaceutical University en Chine. Bienvenue dans mon petit espace de laboratoire Chikafo qui se trouve dans la maison de mes parents. Chikafo, c'est né depuis le bas âge parce que j'ai déjà un amour pour les cosmétiques. Plus jeune, j'avais les cheveux tellement durs. Tellement au point même aller au salon de coiffure c'était un problème. Et par la suite, arrivé en Chine où j'ai fait mes études, voilà, une de mes copines m'a lissé les cheveux juste avec un fer et le résultat était une catastrophe. Donc je me suis dit, bon, comment vais-je faire avec ce genre de cheveux? Et elle m'a dit, si tu essayes de défriser un jour, Sibyl, tu n'auras pas de cheveux. Et avec mes études déjà de pharmacienne, ça m'a permis de comprendre c'est quoi le cheveu, comment est-ce que je peux utiliser des produits cosmétiques pour améliorer l'état de mes cheveux et retrouver en fait l'origine même de mes cheveux. À la base, nous avons commencé par 3 produits qui étaient celui-ci, le traitement de cheveux Hair Treatment de 420 grammes. Ensuite, un moisturizer et le sérum. Nous avons appelé ce lot-ci le lot original parce que c'était les 3 premiers produits. Ensuite, nous sommes donc passés au cleanser qui en réalité est un shampoing et un après-shampoing. Non seulement il démêle les cheveux formidablement et aussi il permet de définir les boucles. Voilà. Et nous avons pensé aussi à un spray parce que il y a différents types de cheveux. C'est en fait la même chose qu'un moisturizer, mais sauf que lui ne contient pas d'huile. Et certains types de cheveux plus fins ont besoin de ce genre de spray. Donc, le but, c'est vraiment d'aider en fait la femme à comprendre que le cheveu naturel n'est pas difficile. Le cheveu naturel peut devenir aussi long qu'on puisse bien le vouloir. Il suffit juste d'avoir le bon produit, d'avoir la bonne routine pour l'entretenir.
Bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Tankwa Ekang Maxime, promoteur des entreprises Cameroun Eco Building Solutions. Je vais vous présenter ces équipements. C'est un lave-main sécurisé. Vous savez, le monde entier fait face à une pandémie, la pandémie du coronavirus. Et nous avons opté pour un nouveau concept pour lutter contre cette pandémie. Nous avons constaté que tous les lave-mains que nous avons vus dehors, il y a toujours le contact physique. Donc ici, nous avons développé un nouveau concept. Un concept qui permet à toute personne de laver les mains sans avoir le contact physique avec les équipements. Cameroun Eco Building Solutions est une entreprise camerounaise qui fait dans la fabrication mécanique. Au départ, le nom Cameroun Eco Building Solutions, comme vous pouvez l'entendre, éco, qui vient du mot écologique. Au départ, c'était le concept de la fabrication des machines pour fabriquer les briques de terre stabilisées. Les briques de terre stabilisées qui répondent à un aspect écologique. Compte tenu des enjeux qui sont sur le marché et des compétences que nous avons, moi et mes collaborateurs, nous avons été appelés à plusieurs autres domaines. Nous travaillons dans plusieurs concepts. La fabrication des broyeurs, la fabrication des séchoirs pour sécher les produits, les farines. Compte tenu de la crise sanitaire que le monde entier fait face, Cameroun Eco Building Solutions a opté de développer un lave-main sécurisé en proposant cet équipement. That the single most important thing you can do to protect yourself is keep your hands clean by washing them frequently with soap and water, all hand sanitizer. Je vous fais une petite démonstration. Avec le pied droit, on appuie sur la pédale de droite et on demande le savon. Avec le pied gauche, on appuie sur la pédale de gauche pour demander de l'eau. Et là, je suis en train de laver les mains. Et en lavant les mains, l'utilisateur n'est pas en contact physique avec les équipements. Ce qui fait en sorte qu'il peut être protégé et préservé contre le coronavirus. Au moment où nous enregistrons cette émission de carrière, la rentrée académique pointe à l'horizon. Et nombreux sont les jeunes qui, avec leurs parents, s'interrogent sur le meilleur moyen de mobiliser des ressources pour le financement de leurs études, surtout lorsqu'il s'agit de faire des études à l'étranger. Comment mobiliser des ressources pour financer des études à l'étranger? Le cabinet Soudeli nous donne ici des orientations. Nous vous aidons ainsi à oser votre avenir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de coaching. Aujourd'hui, nous parlons de la justification des ressources financières pour obtenir votre visa étudiant. Pour le cas de la France, les services consulaires exigent de vous de leur apporter la preuve au travers d'une attestation de virement irrévocable qui est délivrée par une structure bancaire, après que vous ayez bloqué chez elle la somme de 5 380 €. En plus de cet AVI, vous devez fournir des éléments de votre garant. Pour le cas des garants salariés, il s'agira de fournir les relevés de compte et les bulletins de paie des 3 derniers mois. Pour le cas des garants à leur propre compte, il faudra fournir les relevés de compte des 3 derniers mois et le dossier fiscal à jour de l'activité. Pour ceux dont les garants ne remplissent pas les critères précédemment élaborés, pas de panique, rapprochez-vous auprès des équipes de Soudeli qui vous apporteront l'accompagnement nécessaire pour vous permettre de justifier de leur état. Nous rappelons une fois de plus qu'un AVI qui vous donne les meilleures garanties d'obtention de votre visa étudiant est un AVI fiable, sécurisé, rapide et utile. L'AVI de Soudeli répond à tous ces critères et aujourd'hui a servi plus de 4000 étudiants à travers l'Afrique avec 90% de projets réussis. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de nous afin qu'ensemble nous puissions oser votre avenir. In the face of changing times,
In the face of the unpredictable, you often receive promises, followed by ephemeral actions. However, real victories are based on lasting solutions. We are on a long journey with you. We are everyday friends, whose passion is to make your life easier, to give you fun, to support you, to take you through the steps, to give you the tools you need, wherever you are, at home, at work, away, everywhere. Don't doubt it. We are here with you forever. Orange. Et voici le moment de revoir quelques extraits des parcours inspirants que nous avons déroulés dans les précédentes éditions de Carrière. Il s'agit de nos success stories, 3 personnalités du monde du sport camerounais qui ont en commun l'or. En effet, le premier est le sifflet d'or du continent africain, le second est double ballon d'or du monde du football, alors que le troisième, quant à lui, court vers cet or sur des terrains de golf. Voici quelques extraits des entretiens portraits que nous avons consacrés à Lareb Issa, Alioum Sidi et Thomas Nkono, que je vous invite à regarder à nouveau. C'est vendredi, jour de prière. Un rendez-vous majeur dans l'agenda de ce jeune homme qui doit tout à Dieu. Un miraculé qui désormais savoure chaque seconde de vie à lui accorder après un tête-à-tête avec la mort. Merci beaucoup. Très content d'être parmi vous, de pouvoir vous dire ce qui s'est passé. C'est pas un hasard. C'est pas inévitable, c'est évitable. Mais on n'est pas maître de son destin. À bord de sa Carina 2, Morocco, comme on l'appelle affectueusement, nous conduit sur sa terre natale. Nous sommes à un peu plus d'1 kilomètre du centre-ville de Bafia. 2 ans déjà qu'il n'y est pas retourné, c'est en larmes qu'il est accueilli par les siens. La maman, elle nous chantait une mélodie pour les enfants orphelins. Quand tu n'as pas de parents, quand tu n'as pas de mère, tu dois accepter Dieu pour vivre heureux. Parce que c'est l'amour de Dieu qui te portera dans tous les univers de la terre. C'est ce que ma grand-mère chantait pour moi. Retour à Bafia, chef-lieu du département du Mbam, région du centre. C'est ici, en 1990, que Lareb Issa, golfeur international camerounais, vient au monde. Ici, c'est ma maison natale, c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, c'est la maison de mon enfance. À 3 ans, il entame ses études à l'école primaire de Tinga et les poursuit jusqu'en 3e année mécanique. Alors qu'il est âgé de seulement 13 ans, sa mère décède,
Sa famille éclate et il met un terme à ses études. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Désemparé, il retourne à Bafia où il suivit grâce à des petits jobs. Laveur de voitures, porteur de casier et même creuseur de sable, il vit de ce qu'il voit. Ici, dans cette laverie, c'est d'où j'essayais de gagner mon quotidien. On lavait les voitures et les motos aussi, comme vous voyez là. Je reconnais beaucoup les visages encore là qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu bousculer ici. 2 ans plus tard, il décide de se consacrer exclusivement au golf et démarre tout au bas de l'échelle. Je commence comme ramasseur de balles à 15 ans, donc en 2005. Je fais des petites compétitions entre ramasseurs avec les caddies. En 2016, j'ai mon concours, je passe caddie, ça ne dure pas. Je fais 2 ans caddie et je passe pro. En 2009, je suis invité à l'Open international du Cameroun. Donc, c'est splendide, c'est grand pour moi. Je vois un avenir meilleur dans ce sport-là. Sa carrière professionnelle débute donc en 2010. Déterminé à réussir dans ce domaine qui le passionne depuis sa tendre enfance, il met les swings doubles pour compter parmi les meilleurs. En 2011, j'ai terminé numéro 2 camerounais. 2012, pareil. 2013, superbe. En 2014, je termine 2e à l'Open international du Cameroun. Je termine 2e à l'Open du Gabon, ce qui me fait un bon classement. En 2015, je suis classé numéro 1 camerounais. Malgré ce sacre, il vise toujours bien plus haut. La même année, il obtient ses qualifications en 3e division européenne en Espagne. D'un championnat à l'autre, il navigue entre bons et mauvais points. Il surmonte chaque difficulté et surclasse au passage son idole, Tiger Woods. En fin d'année 2016, je n'ai pas fait mes qualifications à nouveau parce que j'avais rien gagné comme point en Europe, sauf mon classement international. Donc, je suis 1830 par là, devant Tiger Woods, parce que Tiger Woods, il fait la crèche, quoi. Il va à 2000 quelque chose. Donc, je me dis, même si j'ai eu une mauvaise carrière de golf, même si j'ai eu un mauvais palmarès, mais une fois, j'ai été devant Tiger Woods, qui était mon but, quoi. Et après, je regarde les classements de mes vedettes, quoi. Je me dis, bon, il faut vraiment rester en Europe pour faire quelque chose. Mais j'ai pas l'opportunité parce que j'ai pas un visa qui peut me permettre. Donc, j'ai pas de sponsor et c'est coûteux, quoi. En début d'année 2018, alors qu'il est au sommet de son art, l'irréparable se produit. Pendant un déplacement en Égypte pour un tournoi de golf, il est saisi d'un grand malaise. J'ai pris mon vol pour me rendre au Caire, en Égypte, pour mon tournoi de la 3e division, le 10 février. Je me suis entraîné, tout allait bien. Je courais, je marchais, je faisais tout. À la veille de mon tournoi, j'ai eu pas le palu parce que j'avais les médicaments de nécessité. Un petit froid. Je dis, je suis habitué au froid et tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai senti des frictions au niveau de mes doigts, au niveau de mes pieds. J'ai eu très très froid. Très très froid. Je me suis senti fatigué. J'ai dit à mes collègues, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Ils m'ont dit, prends un bain, bois des médicaments, parce que nous on voyage avec la trousse médicale et tout. J'ai pu prendre mon bain et les gars ils m'ont invité au restaurant. J'ai dit non, je suis très fatigué, ça ne va pas. Ce qui s'apparente au départ à un simple cas de paludisme selon un premier diagnostic médical vire au drame. Ils ont appelé le médecin, ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue me prendre à Sakma. Sakma, c'est une ville un peu éloignée
des hôpitaux. Donc, ils m'ont évacué en hélicoptère pour Suède, une grande ville où il y a un très grand centre hospitalier. Et du coup, à peine arrivé à l'hôpital, je suis entré dans le coma. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Après 4 jours de coma, il revient à la vie, mais n'est pour autant pas tiré d'affaire. Je ne sais pas ce qui s'était passé ce soir-là, mais je me suis réveillé 4 jours après. Je ne ressentais plus mes pieds ni mes bras. C'était hyper douloureux. Je demandais au médecin, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Il ne parlait pas en anglais ni en français, il parlait en arabe. Je lui ai dit, mon frère, explique-moi, écris même sur le papier en anglais, je vais comprendre ce qui se passe. Il me dit qu'il va trouver un traducteur pour continuer. J'ai patienté 2 jours. Le corps commençait à pourrir. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Les infirmières, ils ne parlent qu'en arabe. Personne. Par la bonne chance que j'ai eue, on a fait venir une dame, une Française, qui s'exprimait en arabe. Elle me dit, non, vous avez eu une méningite bactérielle. Et comme vous êtes sportif, on croit que ça va aller. Ça va baisser et vous allez reprendre votre vie normale, quoi. Une semaine passée, ça commençait à pourrir. Donc, il n'y avait plus moyen de faire quelque chose. Ils m'ont fait une opération pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ma peau qui gonflait, mais il n'y avait rien, il n'y avait que du sang et du puits. Donc j'ai eu des pansements sur cette main était complètement pourrie et les pieds ils ont commencé à enfler. En même temps, les doigts sont devenus raides de mort, quoi. Donc mon corps a commencé à nécoser. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, on doit t'amputer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas être là en bonne santé et vous me dites que vous allez m'amputer. Ils disent que non, on va t'amputer. Ça, tu es un sportif, on n'a pas le choix parce que la maladie elle est en train de se développer. On n'arrive pas à la stabiliser. On m'a évacué pour la Belgique. Ils m'ont fait des examens. Ils ont examiné. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus sauver ces parties de mon corps. Donc, mes 2 jambes et mes phalanges. L'opération s'est bien passée. On m'a amputé en une journée, on a tout pris, quoi. Après plusieurs séances de rééducation, il quitte l'hôpital en octobre 2018 avec des prothèses en lieu et place des jambes, ainsi que quelques phalanges en moins, mais ne se sent pas pour autant diminué. Comme j'ai pas les doigts sur la main gauche, donc j'ai perdu tous mes 5 phalanges. Donc j'ai eu à adapter ce gant pour me permettre de gripper comme si j'avais les doigts. Ça n'embute pas beaucoup sur mon jeu parce que j'ai eu un de mes coachs qui m'a dit comment est-ce que je dois tenir et comment est-ce que je dois l'utiliser. Donc on a un peu rénové la technologie. 1 an après cette épreuve dont les stigmates resteront à jamais marqués sur son corps, l'Arepissa se sent bien plus fort. À l'endroit de la jeunesse camerounaise et à la nation tout entière, il prône l'unité, mais surtout la foi et l'espérance en toutes circonstances. Vous me voyez, aujourd'hui je suis debout, je me lève, je continue. Tout peut arriver, l'avenir n'est pas acquis, donc on doit prier le Seigneur de nous garder en bonne santé et surtout se dire que ce qui nous arrive c'est entre guillemets tout petit. Donc il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours continuer à bosser dans l'unité. On a des problèmes à gauche, à droite. Moi, je suis passé à Bamenda quand j'étais en bonne santé. C'était une ville formidable, un village d'accueil pour nous tous là-bas. Donc, il faut qu'on continue à rester dans l'unité nationale et c'est nous qui serons les acteurs de demain. Si tu crois en savoir, il le fera aussi pour toi. A dose em 1900 da equipe catalã, tendo como característica bom levar gol durante 496 minutos antes de encerrar sua carreira de jogador 3,95. Foram 7, melhor jogador africano em 82.
C'est en voyant jouer Thomas Nkono que j'ai eu envie de devenir gardien de but. Cette confession est de Gianluigi Buffon, célèbre gardien de but international italien. Tout comme Buffon, Thomas Nkono a fait rêver toute une génération de Camerounais. Thomas Nkono est l'un des meilleurs gardiens du Cameroun. Le 20 juillet 1955, naissait à Dizangué, à 25 km d'Edea, dans la Sanaga maritime, l'un des meilleurs gardiens de but que le monde du football ait connu. Dernier d'une lignée de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles, issus d'une famille modeste, il se découvre très tôt une grande passion pour le football. Je me rappelle bien, étant jeune, avoir la capacité de faire 25 km pour aller jouer le football à Edea. J'ai failli signer, disons, à Sphinx d'Edea. Pas spécialement brillant à l'école, il dispose d'une grande faculté d'adaptation en toute situation. À 19 ans, il garde déjà les buts du canon de Yaoundé. Je n'étais pas trop brillant non plus dans les études, mais j'avais cette faculté, disons, de pouvoir me développer rapidement dans tout ce que j'apprenais. Mais malheureusement, en ce moment, je n'ai pas eu, disons, les moyens de pouvoir continuer mes études comme j'aurais bien voulu le faire. Mais ayant eu l'opportunité, disons, de commencer au football, je me suis développé rapidement à partir de 17 ans. Je jouais déjà en deuxième division dans l'Éclair de Douala. Avant de rejoindre le canon de Yaoundé en 1974, il est sociétaire de l'Éclair de Douala en 1972. Il est alors âgé de 17 ans. Il y reste 2 ans, allant de la deuxième à la première division. En 1975, il est prêté au Tonnerre de Yaoundé, avec qui il remporte la première Coupe des vainqueurs des Coupes d'Afrique. Un scandale à cette époque, où le prêt de joueurs est illégal en Afrique. Il retourne dans les rangs du canon de 1976 à 1982. Juin 1982, la Coupe du monde du football se joue en Espagne. Le Cameroun compte dans son équipe 9 joueurs du canon de Yaoundé. Le pays termine la compétition sans concéder la moindre défaite, au bout de 3 matchs d'un premier tour, au cours duquel seul Graziani, l'Italien, réussit à battre Nkono. Ce 23 juin-là, le gardien camerounais, capitaine de l'équipe, s'incline de justesse à la suite d'une glissade. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du tournoi et si le Cameroun termine invaincu, c'est en grande partie grâce à lui. Sa carrière internationale démarre alors après cette brillante prestation au Mondial 82. On arrive en Espagne avec une équipe qui avait une grande maturité, une grande expérience dans les compétitions africaines.
et qui avait, disons, je crois, 2 ballons d'or africains. Et ici en Espagne, on a fait découvrir au monde entier où se trouvait le Cameroun. Grâce à notre football, grâce à nos qualités. Et à partir de là, j'ai été sélectionné dans l'équipe du reste du monde. Vous savez, après chaque Coupe du Monde, il y avait un match de gala qui se jouait, qui était le reste du monde contre l'Europe. Donc nous étions 2 joueurs, donc Bellomi et moi, sélectionnés dans l'équipe du reste du monde, donc qui s'est joué à New York. Je suis parti d'abord à un rendez-vous à Madrid où je devais signer au Racing de Santander. Mais malheureusement, il y avait une clause libératoire où on obligeait à tous les clubs, c'est peut-être pas comme aujourd'hui, qui devaient, disons, signer un Camerounais, mettre cette clause dans le contrat en disant chaque fois qu'il y avait un match de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde éliminatoire, il fallait être libéré. Mais Santander n'a pas voulu la mettre la clause. Et à partir de là, je suis reparti sur le Cameroun. Et une semaine, 10 jours après, j'ai eu, je crois, 3 clubs qui se sont présentés, le Flamengo, Fluminense et puis l'Espagnol. J'ai dit à ma femme, le premier qui arrive, nous partons. Vous savez, la destinée, c'est comme ça. Le premier club qui est arrivé, c'était l'Espagnol. C'est comme ça qu'a commencé ma carrière à l'Espagnol de Barcelone. Il devient ainsi l'un des tout premiers joueurs africains à évoluer dans un club européen. Toujours sociétaire de l'Espagnol, il participe tout de même au Mondial 90 en Italie, sous le vert rouge jaune, et écrit l'histoire avec les Lions indomptables, car le Cameroun attend les quarts de finale face à l'Angleterre, une première pour un pays africain, un exploit pour toute l'équipe et une fierté pour celui qui devait être remplaçant au poste de gardien de but. Le Mondial 90, à part confirmer, disons, ce que j'avais déjà fait avant, c'était aussi être prêt, disons, comme personne dans une difficulté ou dans des difficultés que moi, personnellement, j'avais vécues durant cette préparation. Savoir, disons, être préparé, malgré que l'entraîneur vous dit un mois avant que vous ne serez pas titulaire, être, disons, prêt, disons, à aider Joseph Andoarbel qui était supposé jouer au premier match. Donc, pour moi, ça représente, disons, être solidaire, être prêt pour pouvoir donner le meilleur de soi-même le moment venu. En ces années passées dans le club espagnol, Thomas Nkono a formé une bagatelle de gardien de but. Un projet qu'il nourrit également pour l'Afrique en général, mais au Cameroun particulièrement. Il n'y a pas 2 ans, il y a un de mes poulains qui a été payé par la Roma 30 millions d'euros. C'est la seule chose que je regrette de n'avoir pas réussi à faire, disons, en Afrique. Moi, par exemple, quand j'ai formé Didier Ovono qui est gabonais, c'est le seul gardien, disons, que le Gabon a eu. C'est moi qui l'ai formé ici en Espagne. Donc, je crois que l'une des choses que j'aimerais faire pour terminer, c'est essayer de
de collaborer dans la formation, disons, des formateurs, des gardiens de but, surtout en Afrique. S'il était un vigneron, 2019 serait à coup sûr pour lui son millésime, un très grand cru. À 37 ans, il tutoie les sommets du monde dans son domaine. Une carrière qu'il a embrassée par un concours de circonstances. Lorsqu'on entre son nom dans un moteur de recherche sur Internet, ce qui frappe au premier abord, c'est le nombre d'articles dithyrambiques à son sujet. Alioune Sidi ou Alioune Néant, comme indiqué sur le site de la FIFA, est célébré à juste titre par la communauté footballistique africaine et mondiale. Une reconnaissance du talent de celui qui, depuis 12 ans déjà, sifflet et carton à la main, écume les stades africains et mondiaux pour diriger des rencontres de football. C'est dans le faubourg ouest de Maroua, dans la région de l'extrême nord, que commence l'histoire d'Alioune Sidi en 1982. Je suis de Maroua, natif de Funangue. Je suis de la famille d'Aladji Sidi. À notre papa, nous sommes 32. Vous voyez, 32 enfants. Je suis dans le 16e ou 17e. Peu doué pour l'école et attiré par le football, le petit Alioune Sidi doit bagarrer avec sa famille et ses enseignants pour imposer son rêve de devenir footballeur professionnel. Mon enfance était vraiment agréable. C'est vrai, j'aimais trop le football. L'école, j'avais vraiment des problèmes. Et je bagarrais avec la famille. Et sinon, bon, j'ai fréquenté à l'école primaire Funangue 2. Jusqu'à obtenir mon CPE et j'ai continué les études en secondaire au collège de l'Espoir. Donc c'était un collège privé laïque. Après le collège privé laïque, je suis allé faire le bac au lycée classique de Maroua. Avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, nous étions d'abord des coéquipiers à partir des interquartiers. Et nous avons cheminé ensemble jusqu'à arriver en championnat régional de football de l'extrême nord. J'ai joué dans Koyi de Maroua. À la dernière Interpol, on n'a pas réussi à monter en première division. On est reparti encore à Maroua faire le championnat régional. Et de là, il y avait un match où on est allé jouer à Photocol, un match du championnat. C'est là où je me suis fait mal au niveau du genou. Le médecin m'a donné un repos de 6 mois. Après les 6 mois, j'ai trouvé que non, le football, ça ne peut plus marcher. Privé de son rêve de carrière de footballeur professionnel, Alioune Sidi va intégrer par un concours de circonstances le monde de l'arbitrage. Un jour où j'étais assis dans mon quartier, il y avait le feu Kendouba François qui était l'entraîneur provincial de l'extrême nord, paix à son âme. Il était l'entraîneur provincial de l'extrême nord
du football qui est venu me voir. Il me dit, Monsieur Alioum, pardon, est-ce que tu peux m'aider à diriger un match là, parce que j'ai presque 7 à 7 matchs. Tous les arbitres de Marois sont pris. Donc il y a un match qui n'a pas un officiel. J'ai dit, il n'y a pas de problème, coach. Je suis allé jouer ce match. Comme ça, j'ai joué le match. Bon. L'ancien trésorier de la Fédération camerounaise de football, Ali Maladji, il passait, il rentrait chez lui le soir là. Donc il s'est arrêté, il ne savait même pas que c'est moi qui faisais le match. Et moi aussi, je ne savais même pas qu'il était venu là. Donc j'ai joué seulement comme ça. À la fin du match, j'ai fini mon match et je suis rentré chez moi tranquillement. Et lui aussi, il est parti. Vers les 19h, il envoie son petit frère m'appeler. Je suis allé donc chez lui. Il me dit, tiens Aliou, mais ce soir, je t'ai vu arbitrer le match. Tu étais footballeur, tu t'es fait mal au genou, mais je crois que tu peux aussi faire dans l'arbitrage. Hein. Il m'envoie voir le secrétaire général de la Ligue provinciale et le président de la commission des arbitres. Donc, je suis allé les voir à la Ligue. Ils m'ont dit de composer mon dossier. Impressionnant de calme et de maîtrise dès ses premiers matchs, celui qui quelques mois plus tôt avait failli en découdre avec un homme en noir lors d'un match de championnat régional, prend goût et commence à envisager une carrière dans l'arbitrage. Finalement en 2004, il accède en première division après 6 années en Ligue régionale. 4 ans plus tard, il devient arbitre international. Auparavant, moi-même, je n'aimais jamais les arbitres. Parce que quand je jouais au football, je tapais les arbitres. Moi, je me souviens, j'ai tapé un arbitre assistant parce que on a fait faute sur moi et voilà, il n'a pas levé son fanion. C'était à côté de lui, l'arbitre aussi n'a pas sifflé. Et voilà, j'étais énervé, on me gagnait, j'étais mené aussi. Donc je suis allé vers lui, on m'avait suspendu même quelques journées. Je me dis que peut-être c'est parce que j'ai été footballeur. C'est ça qui m'a beaucoup aidé dans cette carrière-là. Quand je me suis lancé dans l'arbitrage, je ne ratais jamais les matchs, surtout les matchs des arbitres phares comme Colina. Je n'ai jamais raté son match. Même Michel Vautreau, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Galvanisé par les conseils et remarques positives qu'il reçoit au fil des matchs, Alioum Sidi s'adapte peu à peu au monde de l'arbitrage de haut niveau. C'est notre tournure parce que là, quand je suis monté en arbitre international en 2008, j'ai trouvé que bon, c'est là où le travail commence. 2011 marque un premier tournant décisif dans la carrière d'arbitre international d'Alioum Sidi. Cette année-là, il est retenu pour diriger des matchs dans 3 compétitions majeures à travers le monde. D'abord, la CAN des moins de 17 ans au Rwanda, celle des moins de 23 ans au Maroc et enfin le mondial U17 au Mexique. Ses prestations honorables lors de ces compétitions lui ouvrent les portes du gratin de l'arbitrage africain et mondial jusqu'en 2019, l'année de sa consécration. Moi j'ai fait déjà 5 Coupes d'Afrique seniors, donc disons toute catégorie, je suis à presque 7 à 8 Coupes d'Afrique. Et la Coupe du Monde, j'ai à 6 Coupes du Monde, 6 Coupes du Monde toute catégorie. Cadet, junior, Coupe du Monde de club champion, Coupe du Monde senior. Donc j'ai tellement d'expérience dans ces tournois-là. Donc aujourd'hui, Dieu merci, l'année 2019, vraiment je ne peux jamais oublier cette année-là. C'est vrai, aujourd'hui je suis
meilleur arbitre africain. Pour moi, c'est une année de, je ne sais pas, inoubliable. J'ai déjà gravé ça dans la mémoire. Meilleur arbitre du continent, 17e au classement mondial, Alioune Sidi est aujourd'hui une fierté pour le continent, le Cameroun et surtout pour sa ville natale, Maroua. Conscient de ce qu'il doit à sa ville natale, il n'hésite pas à donner du sien pour faire revivre sa cité et son quartier. Aujourd'hui, au niveau où je suis dans le football, dans l'arbitrage, il y a les jeunes frères qui sont là. Comment partager ce plaisir-là, cette joie-là. Donc c'est pour cela, c'est ça qui m'amène à organiser des tournois chaque année. Dans ce tournoi-là, il y a des arbitres aussi. Donc il y a des arbitres, il y a de mes collègues, les jeunes qui veulent être comme moi, qui sont là aussi, que je suis. Donc je leur donne des équipements, je leur donne des conseils. Peu disert sur sa vie privée, Alioune Sidi est un homme au sens de la discipline unique. Une discipline qu'il doit également à sa carrière dans les forces armées camerounaises, qu'il a rejointe en 2005. L'adjudant-chef Alioune Sidi a une vie des plus rangées, partagée entre ses deux carrières. On est trop sollicité quand tu fais le championnat national, tu fais le championnat international. Donc il y a des tournois, il y a des matchs de la Champions League, la Coupe des Confédérations. Ici au Cameroun, vous avez votre championnat national. Voilà, c'est pas facile de rester sur place. Donc, nous sommes tous toujours occupés. Les voyages lointains, on peut faire les 1 semaine, on peut aller faire les 2 semaines, on peut aller faire 2-3 jours, on rentre. Après là, tu arrives au Cameroun, tu as encore un match de championnat, tu joues. Bon, tous les week-ends, nous sommes occupés. Les matins comme ça, nous sommes au sport. Tous les jours que Dieu a créés, nous sommes au sport. On a que peut-être, moi par exemple, je n'ai que 2 jours, souvent même une journée de repos par semaine. Ouais, une journée de repos par semaine. Sinon, tous les matins, à partir de 6h30, je suis au sport. Bientôt la fin de notre magazine, mais avant de nous séparer, refaisons quelques cours en application informatique ou précisément l'utilisation des réseaux sociaux. C'est que sur votre téléphone, il y a une touche que vous appelez dièse, baptisée hashtag par les spécialistes, mais surtout bien connue comme un moyen de référencement pour les différentes publications que l'on fait ou celles que l'on recherche. À quoi sert le hashtag pour la communication dans les réseaux sociaux? Chedjou Kamdem est un spécialiste en community management. Voici ses conseils et astuces à suivre dans la rubrique coaching. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session coaching dans votre émission Carrière. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique. Ça concerne les hashtags sur les réseaux sociaux et surtout, quel est concrètement le rôle du hashtag. Alors, il faut savoir que les hashtags, concrètement, ce sont des mots dièses qui permettent justement de catégoriser ou d'indiquer le sujet d'une publication ou d'un tweet. Et quand je parle de tweet, je fais référence à Twitter parce que c'est sur Twitter, en fait, qu'on a vu naître les hashtags sur les réseaux sociaux. Mais clairement, ce n'est pas Twitter qui a inventé le hashtag. C'est l'utilisateur, Chris Messina, qui en 2007 a eu l'idée, en fait, de catégoriser les tweets en mettant le symbole dièse suivi du mot. Et le premier hashtag, en fait, c'était Barcamp. Donc, hashtag Barcamp. Et donc, du coup, sa méthode a été très virale et très adoptée par tous les utilisateurs de Twitter. Et maintenant, on retrouve les hashtags sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. Alors, il faut savoir donc que les hashtags ont pour premier rôle de catégoriser ce que vous dites dans un tweet ou dans une publication. Exemple, je suis en train de regarder un match de football Cameroun-Nigeria et il y a une très belle action d'un attaquant camerounais. Plutôt que de dire « Je suis en train de regarder le match Cameroun-Nigeria, très belle action de l'attaquant camerounais »,
Et on va plutôt dire très belle action de l'attaquant camerounais, hashtag Cameroun-Nigeria, ou alors hashtag CMR pour désigner Cameroun et NJA pour désigner Nigeria. Vous avez également l'autre rôle des hashtags qui permet justement de voir ce qui se dit en fait actuellement sur les plateformes. Notamment sur Twitter, on a une partie qu'on appelle les trending topics, les sujets tendances, pour voir à peu près ce dont parlent les gens et de façon très active sur Twitter. Elle permet surtout aussi de rebondir sur les sujets d'actualité, un peu pour les community managers de faire du newsjacking. On peut également faire de la veille grâce au hashtag. Savoir ce qui se dit de votre concurrent ou d'une marque ou même d'une personne sur Twitter et même sur LinkedIn et même sur Facebook. Tapez juste le hashtag et tapez le nom de la personne ou de la marque et vous verrez toutes les publications en relation avec votre hashtag. Vous pouvez également, grâce au hashtag, augmenter la portée de votre publication. Et ça, on remarque surtout ça sur Instagram. Lorsque vous faites une publication sur Instagram, en rajoutant 5, 6, 10 hashtags, vous verrez qu'il y a des gens qui vont venir liker votre publication, mais qui ne sont pas vos abonnés ou même vos abonnements. Et ce sont des gens qui ont juste eu connaissance de votre publication grâce au hashtag que vous avez eu à mettre dans votre publication. Alors, pour résumer, on a vu que les hashtags permettaient de catégoriser des publications, de faire de la veille, de surfer sur les tendances et en dernier point, d'augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous dans une prochaine session coaching dans votre émission Carrière. C'est en 2013 que Gilbert Timévouna, alors délégué du gouvernement, dédiait le monument juste derrière nous à la jeunesse camerounaise. Pour lui, il faut que la flamme de la jeunesse reste allumée pour que le vert ou jaune flotte toujours très haut et dans tout le monde entier. C'est sur ces mots d'espoir, mesdames et messieurs, que nous concluons cette édition du magazine Carrière. Une édition spéciale au cours de laquelle nous avons servi des extraits des éditions précédentes. C'était un best-of préparé par toute l'équipe de rédaction. Ici avec moi au Carrefour Mec, qui a Arnaud derrière cette caméra, Brice Potsoa, celle-ci à côté de lui, Lionel Messi, qui a préparé l'édition avec Alain Kwame, qui en assure la réalisation. Merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition de Carrière. This program was brought to you by Orange. Orange. Face au temps qui change, face à l'imprévisible, les promesses ne manquent pas, suivies parfois d'actions éphémères. Cependant, les vraies victoires s'appuient sur des solutions pérennes. Nous sommes sur un long chemin avec vous. Nous sommes un ami de tous les jours dont la passion est de vous faciliter la vie, de vous donner du fun, de vous soutenir, de vous faire franchir des étapes, de vous offrir les outils dont vous avez besoin, où que vous soyez, à la maison, au travail, en déplacement, partout. N'en doutez pas, nous sommes là avec vous pour toujours. Orange. Voilà pour ce qui est du talent des jeunes Camerounais. Nous continuons à nous intéresser à la jeunesse en lui donnant cette fois-ci des avis, pas des avis dans la bouche. Suivons notre best-of du magazine Carrière et en cette édition, nous rendons hommage à 3 personnalités inspirantes du sport. La rubrique Success Story qui déroule donc le portrait de Alioum Sidi, un ancien je dis pas quoi. Et puis voilà, et donc, alors les gars, ça va aller? La chima menu. Le monument derrière nous a été dédié à la jeunesse camerounaise par l'ancien délégué du gouvernement, Gilbert Timévouna, en 2018. Il symbolise 2013.